Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre accueil. Pour commencer, je tiens à remercier le CND et surtout à le féliciter pour cette initiative qui, à ma connaissance, est une première. Il y avait eu un premier événement en France il y a 5 ans, je crois, qui était Carto 2, qui n'a pas été renouvelé depuis. Ça avait commencé à mobiliser, on dit pas bon. Là, on a la chance de réunir beaucoup de gens, on voit effectivement que le domaine se consolide, on voit qu'il y a un consensus sur l'intérêt de la cartographie, les difficultés, les rôles à respecter, etc. Alors, quand j'ai préparé mon intervention au bureau, je me suis dit, bon, je vais faire une définition de la cartographie, je vais expliquer à quoi ça sert, comment ça marche. Et puis j'étais vraiment fier de ma présentation, j'avais des définitions, j'avais fait des slides vraiment très précises, très intelligentes, avec des mots choisis, des exemples choisis. Et puis finalement, hier soir, et ça s'est confirmé jusqu'à maintenant, je me suis rendu compte que tout avait été dit. Alors plutôt que de rajouter encore une définition qui n'est pas forcément complète, plutôt que de présenter encore un point de vue et puis finalement de dire quelle est la meilleure définition, je me suis réveillé ce matin, c'était un petit peu overnight, et je me suis dit, je vais faire autre chose. Alors, finalement, ce qu'on va faire, on ne va pas du tout suivre les slides, et puis je vais essayer en 20 minutes de vous montrer comment on fabrique une cartographie, de vous montrer comment c'est difficile, de vous montrer ce que ça peut permettre de faire. Et puis, ça va aller très très vite, je vais essayer d'être explicite, mais c'est pas forcément évident. Et pour les personnes qui se sont inscrites lundi, on aura toute la journée pour voir ça en détail et se fabriquer des vraies cartes avec lesquelles vous pourrez repartir sur vos données. Voilà. Alors, bon, ça c'est l'introduction. Je vous ai dit qu'on n'allait pas avoir beaucoup de slides. On va en voir un petit peu quand même, juste 2 points. Le premier point, des cartographies, ça sert à rendre des services pour des métiers. Les cartographies, ça peut servir à faire des tas de choses. Nous, il se trouve qu'on essaye de faire les choses qu'on nous demande dans des domaines qui sont plutôt réceptifs à la cartographie. Aujourd'hui, il y en a 3. Historiquement, le premier, c'est la sécurité. Derrière, qu'est-ce qu'on met? C'est la veille, l'intelligence économique, l'investigation, l'analyse criminelle. Là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à utiliser la cartographie pour représenter des univers concurrentiels et ou criminogènes. Là, on va vouloir repérer des suspects ou des prospects dans l'un ou l'autre des cas. Le deuxième domaine, gestion des connaissances, repérage des expertises, gestion documentaire, on verra des exemples. Et puis enfin, le troisième domaine qui grandit un peu plus, je ne sais pas si on aura le temps d'aller voir ça aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux pour des applications marketing. Le deuxième point, avant de faire des cartographies, il faut des données. Alors les données, où est-ce qu'elles se trouvent? Dans la tête des gens, ou alors dans des applications ou dans des silos dans lesquels il y a des données plus ou moins structurées, et à part ça on peut faire des choses différentes. Alors à travers les différents exemples que je vais vous montrer, bien que je vais commencer par la base à faire quelque chose à la main, de A à Z, pour vous montrer souvent à quoi on est confronté, notamment dans un contexte de fail. Après on verra des exemples où les données proviennent de plateformes et de logiciels de veille, donc il y a un certain nombre de références et de solutions sur lesquelles on s'est branché au cours de projets ou de partenariats ou de prototypes, ou de projets de recherche. On verra des exemples où on est connecté avec des moteurs de recherche et de text mining. Voilà. On verra des exemples où on est connecté sur des GED ou des systèmes de gestion documentaire, ou bien des thésauries ou des ontologies, on en a parlé hier. On ira voir un exemple d'exploitation de réseau social quand même, où on est connecté sur du Twitter en direct. Et puis, bien sûr, on a un système où on va se brancher sur n'importe quelle base de données relationnelle. D'accord? Donc, pour résumer, je vais essayer de vous montrer différents usages, différents exemples dans ces 3 domaines où on est allé chercher des données dans différents types d'applications. D'accord? Alors, on va commencer par le plus simple, la chose avec laquelle on est le plus souvent confronté finalement. On est dans un contexte de veille, et puis j'ai pas forcément de données, j'ai pas forcément de plateforme, mais je fais des tas de trucs sur l'environnement. On va faire un truc très simple. L'idée là, c'est de vous montrer comment on fabrique une cartographie, donc on va faire un truc super simple, on va se dire, tiens, on va représenter des personnes qui bossent ou qui ont bossé dans des sociétés. Alors, vous savez, depuis 2 jours, depuis hier, on se dit, déjà, il
faut aller récupérer les données et organiser les données. Donc là, on va se dire, ce qu'on va représenter, c'est dans un premier temps des sociétés et dans un deuxième temps des personnes. Alors, très vite, on va avoir la société A. Mince, j'ai du mal sur les écrans. Voilà, la société A. On va avoir, mettons, 3 personnes qui travaillent dedans. On va avoir Bernard, on va avoir Alain, on va avoir Aline. Ensuite, on va avoir la société B. On va avoir 2 personnes qui sont dans la société B. On va retrouver Aline qui a travaillé dedans. On va retrouver quelqu'un d'autre qui va être Jean. Et puis, on va trouver la société C. Alors ça, c'est des choses qu'on fait quotidiennement, finalement, quand on n'a pas de données qui sont disponibles nulle part. Et puis là, c'est vraiment pour montrer comment ça fonctionne. En vrai, on est dedans. Et puis, dans la société C, ma foi, Alain est passé dans la société C, et puis on va mettre quelque chose d'autre qui va être... Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de super simple. C'est pour vous montrer, quand on vous parle depuis hier de structuration des données, c'est par exemple ça. Être capable d'avoir quelque part une base de données ou bien décrit dans un endroit des choses structurées, où on dit, monsieur l'ordinateur, monsieur le logiciel de cartographie, je vais te montrer des sociétés et des personnes, tu vas me tracer des liens, je vais faire mon graphe. Donc vous imaginez par où ça peut passer quand on veut représenter tout un univers concurrentiel avec des centaines de concurrents, des centaines de personnes. Donc là, vous commencez à vous rendre compte qu'est-ce que ça veut dire structurer, organiser, modéliser les données. Donc mon petit fichier, je vais l'enregistrer sur mon bureau. On va appeler ça, hop, démo. Voilà. Donc là, j'ai mes données, j'ai récupéré mes données. Dans la vraie vie, ça peut être alimenté par des tas de personnes, des commerciaux, des veilleurs, des gens qui font... Enfin, recueillir les données sur le terrain. Je vais prendre un petit logiciel desktop, Monopost, que j'utilise pour moi. C'est un peu comme Word, sauf que là, c'est pas pour faire le traitement de texte, c'est pour faire des cartographies. Vous pouvez le retrouver sur notre site. Et là, je vais dire, voilà, je vais créer quelque chose de nouveau. Alors, pour commencer, expliquer à mon logiciel ce que je vais lui montrer. Et là, je vais prononcer un gros mot dont on a parlé hier, et j'espère qu'on va tous être d'accord. Je vais fabriquer une ontologie. Je vais dire à mon logiciel, voilà, je vais te montrer, je veux que tu me représentes des personnes, voilà, et puis je veux que tu me représentes des quoi, dites-moi? Ah je ne vous entends pas, des quoi? Voilà. Et puis je vais dire, je veux que tu me fasses des liens, je veux ajouter des associations, ça va être pour dire, travail pour, d'accord? Donc une personne, moi dans la vraie vie, dans mon modèle, il y a des personnes qui travaillent pour des sociétés. Et mon modèle, c'est ça. Donc quand on dit créer un modèle, fabriquer un modèle, c'est ça. Et là je veux dire, bon alors les personnes, elles ont effectivement des noms, donc je pourrais rajouter des prénoms, etc. etc. Voilà. Et puis les sociétés, bon, on va faire super simple. Les sociétés, elles ont aussi des noms, on pourrait rajouter des chiffres d'affaires, etc., etc. Voilà. Bon, ça y est, j'ai expliqué à mon logiciel mon petit modèle. Donc je vais appeler ça tac tac tac. J'ai plein de démos. Et là, je vais lui dire, bon maintenant, j'ai fait tes données, moi, donc je veux que tu me les fasses rentrer dans ma carte. Je vais faire données, import Excel avec ce petit logiciel super simple. Je vais le chercher sur le bureau. Où est mon fichier? Il est là, il s'appelle démo. Ouvrir. Clac, suivant. Est-ce que c'est bien celui-là? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est exactement ça, c'est formidable. Voilà. Donc là, j'ai mon fichier Excel, là, j'ai mon modèle. Et ici, je vais dire quelles données de quelle colonne je veux faire correspondre à quelle partie sur mon modèle. D'accord? Alors ça, ce qui est pas mal en termes de veille, c'est que ce truc où je définis mon modèle, je peux le faire à plusieurs. Avec les gens du marketing, de la com, de la R&D, etc. Et l'intérêt de l'ontologie, c'est aussi ça finalement, c'est d'écrire un monde, mais à plusieurs. C'est les lunettes avec lesquelles j'observe mon environnement. Que tout le monde parle le même langage. Ça peut être un moment de brainstorming, de le faire à plusieurs. Donc oui, je prends tout ce qu'il y a dans la colonne société, oui, je prends tout ce qu'il y a dans la colonne personne. Ce qu'il y a dans la colonne société, ça va aller, hop, ici, dans tout ce qui est société, et l'attribut que je veux prendre en compte, ça va être le nom. Voilà. Tout ce qui est dans la colonne personne, ça va aller ici sur les personnes, et je veux que toutes les valeurs aillent remplir ce qu'il y a dans le nom. D'accord? Voilà. Suivant, suivant,
Et voilà, il m'a créé mon truc, il m'a rentré 8 entités, 7 liens, j'ai 3 sociétés, 5 personnes et 7 liens. Finish. Voilà. Alors, je vais voir ce que ça donne. Donc là, c'est rentré dans mon système. Donc là, j'ai une autre interface où je vais pouvoir naviguer et exploiter. Et vous voyez ce que j'ai créé, en fait. Il m'a bien rentré des personnes et des sociétés, il m'a rentré tout ça. Donc, si j'envoie tout sur mon graphe, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai tout ça. Alors ça, c'est pas très joli, c'est pas très intéressant. Mais là, c'est l'occasion, justement, de voir une autre étape dont on a parlé, qui est, on va commencer à habiller les données. Moi, je considère que la cartographie, c'est pas de l'art, ça sert à bosser, mais il y a quand même une dimension visuelle pour aider à comprendre, à prendre en compte, à faire plaisir. Donc, on va un petit peu habiller tout ça. Donc, on peut aller configurer. Apparence, voilà, je vais aller ici, je vais dire général, moi, mon fond, j'aime bien faire des fonds noirs, je sais pas pourquoi. Voilà, les classes, mes personnes, je vais aller chercher des petites icônes pour les personnes. Bon, il y a des icônes en standard à prendre pour ajouter tout ce qu'on veut. Hein. Les personnes, comment on va les faire? Bah tiens, on va les faire comme ça, les personnes, après tout. Police, en 10, on va écrire, on va le mettre en bleu, voilà, on va appliquer, valider. Et puis les sociétés, bon, on va écrire en 10, on va les mettre en rouge. C'est pas moi qui suis en charge de choisir les papiers peints à la maison, hein, n'en faites pas. Les sociétés, et hop, on va mettre celle-là. Appliquer, valider, et puis les associations travaillent pour, les liens, on va les faire, allez, par exemple, en vert. Okay, appliquer, valider, valider. Perspective, enregistrer. Voilà, on est en combien en chrono là? Donc voilà comment on crée une cartographie. Avec tous les logiciels, peu ou prou, c'est le même principe. D'accord? Donc vous voyez, récupérer les données, formaliser les données, donner un habillage à la carte, c'est ça. D'accord? Alors je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on peut faire et quel est l'intérêt avec ce petit exemple qui n'a pas trop d'intérêt. En revanche, dans ma bibliothèque, j'ai d'autres exemples que je vais aller chercher tout de suite, avec beaucoup plus de données, pour vous imager ce qu'on peut faire. Donc je suis toujours dans mon petit logiciel desktop, après on ira voir d'autres logiciels qui sont sur des serveurs où on peut travailler à plusieurs, connecter à des bases de données non plus directes juste à Excel. Voilà. Donc je vais aller chercher une autre perspective, un autre exemple. Je vais aller prendre quelque chose qui est triste, que j'ai cherché de l'information sur le terrain, que je centralise tout ça. Donc j'ai dit à mon logiciel, je vais te représenter des classes, des individus, je vais te représenter des institutions, des associations, des sites web ou des blogs, des ouvrages ou des revues ou des livres, des écoles ou des formations, des cabinets conseils ou consultants. Et puis pour moi, dans la vraie vie, un individu peut travailler chez un éditeur de soft, et ou être membre d'une institution, et ou maintenir un site web, et ou avoir participé à la coécriture d'un ouvrage, et ou intervenir dans une école, et ou posséder un cabinet conseil. Mon modèle, c'est ça. Et puis, j'ai rajouté là-dessus des attributs. Hein, donc, une personne, ça peut être le nom, l'importance, le poids. Bon, on peut rajouter vraiment tous les attributs. C'est aussi une ontologie. C'est un modèle de données, finalement, que là, on fabrique de façon graphique. J'importe mes feuilles Excel, ou bien je crée mes données au fur et à mesure, on les verra sur l'écran. Et qu'est-ce que ça peut me donner? Donc, vous voyez, on retrouve le même principe. Hein, je peux tout explorer. Et puis, je vais tout projeter sur le graphe pour faire tomber un espèce de mythe. Donc finalement, ça c'est une toute petite carte qui affichée comme ça ne me sert à rien. C'est quelque chose que j'ai passé à peu près, quand je travaillais chez Pico, j'ai dû passer une journée à le faire. C'est un tout petit monde. Vous voyez, j'ai 630 icônes et 646 liens. Donc il y a, je compte très mal, ça fait 1000, bon 1200, un peu plus, il y a un peu plus de 1000 trucs sur le graphe. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On ne voit rien du tout, c'est pas intéressant, mais ce qui est plutôt pas mal et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ouais, là je peux pas en voir grand-chose, on va voir les fonctionnalités, comment on peut l'exploiter, mais déjà, ça c'est dans la base. Une connaissance qui est décrite dans la base avec des liens qui ont des couleurs différentes parce que ça exprime des choses différentes. C'est pas dans des documents, c'est déjà de la connaissance qui est construite, c'est des bouts de formation, d'information. Alors, on va voir comment on peut s'en servir. Je vais vous donner un premier exemple, déjà comment on peut faire de la recherche. Donc je peux aller rechercher des entités. Voilà. Est-ce qu'il y a Pico dans ma base? Ouais, il y a Pico, effectivement, il y a différents trucs. Je prends Pico,
Là, je mets sur le graphe. Et puis, tout ça. Je vois Christophe Douy, par exemple, qui est édité, qui est le directeur fondateur. Je pourrais rajouter des notes, mettre des petites photos, voilà. Donc finalement, à ce stade, c'est déjà un endroit où il y a des bouts de connaissances qui ont été décrites, et puis je peux y accéder. Alors je peux faire aussi autre chose. Je peux dire à un logiciel, tiens, je vais vérifier un truc, est-ce que telle personne connaît, par exemple, telle personne. Donc là, je vais lui dire, est-ce qu'il y a des liens, et est-ce que quelqu'un qui pourrait s'appeler, on va dire, Christian Arbulot, connaîtrait quelqu'un qui, par exemple, s'appellerait Monsieur Nicolas Moinet. Alors je connais par cœur, je sais qu'ils se connaissent, hein. J'espère que c'est un exemple qui marche, on fait souvent ça, vous savez. Et voilà, et là il me dit, bah, effectivement, l'entité de départ, Christian Arbulot, l'entité d'arrivée, Nicolas Moinet, ils se connaissent parce que tous les deux, ils participent à la coécriture du R3. D'accord? Bon, petite fonctionnalité qui me permet d'exploiter. Bon, je ne vais pas lire le document, c'est la connaissance qui a été formatée, qui est rentrée dans la base au fil du temps par différentes personnes. Vous voyez déjà l'aspect organisationnel. Ok, mais dans la boîte, qui va faire rentrer l'information? Tout n'est pas forcément des documents, les ordinateurs ne peuvent pas extraire forcément toute cette connaissance. Vous avez déjà, ça me donne de la visibilité sur le boulot qu'il y a à faire pour maintenir et pour faire rentrer tout ça. D'autres fonctionnalités assez intéressantes aussi. On va se dire, allez tiens, on va aller voir qui est-ce qui est important finalement dans ce domaine. On va prendre les institutions et les associations. Tac. Donc là, j'ai projeté sur mon écran, pas toutes, hein, parce que j'étais un petit peu feignant, à la fin de la journée, j'ai arrêté d'entrer des données quand même. J'ai un certain nombre d'institutions, associations, et puis on voit qu'il y a des personnes qui sont membres de certains groupes. Bon, c'est pas mal, je vois des choses, et puis là je me dis, tiens, je voudrais voir quelles sont les institutions, associations qui ont du poids, qui semblent être importantes. Et je vais me dire, je partais un postulat en me disant, bah, si plusieurs personnes ensemble sont membres de plusieurs institutions, associations, il y a peut-être moyen de faire émerger quelque chose. Donc je vais utiliser une fonctionnalité qui s'appelle le révélateur, où je vais dire à mon système, simplifie-moi un petit peu cette carte-là. Tu vas m'aider à voir des trucs. Donc je voudrais que tu me traces des liens directs entre les institutions et les associations via les individus. Alors on va pas le mettre en vert, on va choisir une autre couleur pour le révélateur. En orange, j'aime bien le orange sur le noir. Et là je vais dire, quand je vais cliquer ici, il va m'enlever les personnes du graphe et il va me tracer des liens directs entre les institutions et associations. Paf, révélé. Enlève-moi les orphelins. Et là, il m'amène ça en direct et tout seul. Avec des liens qui sont un petit peu plus gros que les autres. Quand il y a un lien plus gros que les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a plus de relations entre ces institutions et associations, tout simplement. Pourquoi c'est plus gros? Je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici, voir les détails. Ben là, il y a 6 personnes qui sont membres des deux. Donc, il y a une épaisseur de 6. D'accord? En revanche, là, le trait, il est plus petit. Ben, c'est parce qu'il y a juste une personne qui est membre des deux. Donc ça me donne de la visibilité sur, tiens, cette institution association, elle semble avoir plus de poids que les autres, et notamment plus d'affinité avec le club division, le 3. Bon. Vous avez bien compris que tout ça, c'est que des icônes que moi j'ai définies, sur lesquelles j'ai mis des noms, mais pour le logiciel, c'est jamais des objets. Donc, je vous laisse imaginer à quoi ça peut servir, si ça, c'était remplacé par des brevets, par des déposants, par des ouvrages, par des revues, donc les usages qu'il peut y avoir en analyse de brevets, en scientométrie, en bibliométrie, etc. etc., etc. D'accord? Bon, très rapidement, voilà un petit exemple qui pourrait être utilisé pour des gens qui font du lobbying, où on va maintenir régulièrement en lobbying, hein, par exemple, quelles sont les personnes qui comptent dans un environnement particulier, donc à qui adresser des messages, qui semblent être importants, à qui inviter régulièrement. Voilà. En termes de commerce, ça peut servir, par exemple, à identifier quelles sont les personnes importantes sur un territoire, pour savoir après qui faire du lobbying ou maintenir une influence pour avoir plus de chances de faire passer un marché. Donc, ça sert à faire ce genre de choses. On peut faire des trucs un petit peu plus rigolos, enfin quoique. Je vais vous montrer un autre exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des maillots? On parlait d'analyse des réseaux sociaux tout à l'heure, par exemple. Donc ça peut être utilisé soit en réorganisation d'entreprise, en termes d'affectation des meilleures compétences sur des projets, mais ça peut être aussi utilisé par la police, par exemple, ou la gendarmerie,
font des interceptions d'écoute téléphonique ou bien d'email et qui veulent voir qui sont les personnes importantes dans un réseau sur la base des échanges de communication. Donc là, c'est pas des réseaux c'est des échanges d'email, pas de malfaiteurs. C'est une petite archive d'un mois une période d'email dans mon ancien métier. Et quand je le projette sur le graphe, ben, je vois ça. Hein. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des emails avec d'autres personnes en copie, etc., etc. Donc sur une période donnée, ça, c'est des personnes qui m'ont envoyé des emails. Bon, ça, c'est pas forcément lisible, c'est pas forcément intéressant. Moi, ce que je veux voir, c'est les personnes qui comptent par rapport à une thématique. D'accord? Donc là, pareil, le révélateur, je vais l'utiliser autrement, vous voyez, sur d'autres types de données. Je vais lui dire, trace-moi des liens directs entre des personnes via les emails qui se sont échangés. Je vais les remettre en orange, comme ça, clac. Révéler. Et là, le système me trace des liens directs. Alors oui, je peux voir des trucs, je peux voir qu'il y a des groupes, hein, mais bon, pour ne pas me contenter de voir ou d'aider à positionner, ben pareil, je vais continuer à utiliser mon petit slider. J'ai pas une très bonne résolution, j'ai pas bien paramétré avec le projecteur, je suis désolé, mais vous comprenez le principe. Et là, je vais pouvoir filtrer. Et le système me dit, ben, les gens avec qui tu échanges le plus, tu as échangé le plus d'emails sur cette personne, sur cette période, son nom, Mathieu Email et fichier Architi. Bon, en l'occurrence, cette personne était en charge de la veille aux US, lui était responsable de la R&D, donc ça fait plutôt sens. Et puis après, on va retrouver d'autres personnes, les gens en charge de la veille, l'intelligence économique sur l'Inde. Après, on va retrouver des personnes qui s'occupaient du marketing sur la séquestration du CO2. Et puis, on va retrouver mon boss quelque part. Non, j'ai pas mis tous ces mails à la poubelle quand même. Bon, il arrive un petit peu plus loin. Bon, ça c'est mes mails, je connais mon domaine, ça n'est pas forcément d'un grand usage. Mais vous pouvez voir à quoi ça peut servir quand on a tout un réseau comme ça, que ça correspond à une interception d'email, par exemple, entre des personnes qu'on suspecte d'eux. Ça nous permet de voir qu'il y a des groupes, d'accord, il y a des personnages centrales, des personnages qui sont radicaux. Ok? Donc, le but de la cartographie, c'est faire comprendre des choses, permettre de voir des choses grâce à l'œil, parce qu'on le voit physiquement, et puis on va attribuer des épaisseurs, on va attribuer des détails par rapport à des nombres de connexions ou par rapport à des valeurs d'attributs. Donc, je n'ai pas besoin de lire à la main tous les emails, je n'ai pas besoin de faire des comptages avec des possibles ou quoi, j'intègre automatiquement mes données dans le logiciel, et la cartographie d'information, ça sert par exemple à ça. Ça sert à m'aider à voir des choses. On l'a dit et répété hier, la carte, c'est pas le territoire, attention, c'est pas parce que Nicolas Perrin et Karina Zundel ont échangé beaucoup de mails sur cette période qu'ils sont amants ou frères ou sœurs. Non. Non. C'est juste que c'est le mail ici le vecteur. C'est pas parce qu'il y a un lien qu'ils sont frères ou sœurs ou qu'ils sont amants. Voilà. Le lien dépend du sens que nous on donne. D'accord? Voilà. Alors je vais vous montrer un autre exemple, toujours sur ce petit desktop, et après on passe ça sur les serveurs. En termes de veille concurrentielle par exemple. Un truc que moi j'aimais beaucoup faire et qui rendait beaucoup de services. C'est un petit peu plus gros comme base. Je vais fermer ça. Voilà. Là, on a cartographié, on a rentré automatiquement des projets de capture et de séquestration du carbone, du CO2, pardon, dans différents endroits à travers le monde. Donc on peut zoomer, voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a représenté? C'est très simple. Donc là, vous voyez, c'est aussi un petit graphe. Hein. On a 143 projets, 300 icônes. Bon, on a 1200 choses aussi à l'écran. Et là, moi, je vais me dire ce qui va m'intéresser, c'est de voir quelles sont les personnes qui travaillent souvent ensemble. Mais par exemple, il n'a jamais été fait état de partenariat officiel sur le web ou dans des conférences ou quoi. Mais je veux voir s'il n'y a pas des connivences ou des états de fait quand même qui arrivent. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va se brancher sur le CRM, ou alors les commerciaux vont rentrer régulièrement qui gagne quel projet, qui travaille sur quoi. Vous allez voir à quoi ça peut servir, vous allez voir ce que ça peut permettre de voir, qui d'habitude reste enfoui dans les têtes des gens, où tout le monde dit, vous savez, oui, mais on n'a pas besoin de formaliser les données du terrain, parce qu'on sait, les commerciaux, je sais, on sait, t'en fais pas. Et puis en fait, tout le monde sait des petits bouts de trucs que tout le monde oublie et que personne ne met jamais le bout à bout. Donc là, vous voyez, on revient sur ce qu'on disait hier, centraliser les données pour en faire quelque chose. Donc je vais prendre mes projets,
Je vais les envoyer sur le graphe. Moi, ce que je veux voir, c'est des relations entre des personnes. Donc, il y a des tas de trucs qui ne m'intéressent pas, je vais les enlever. Je ne veux pas voir les process de séquestration, je ne veux pas voir les pays, je ne veux pas voir les énergies qui ont été produites et je ne veux pas voir la nature du site. Donc là, je me retrouve avec des projets. Ça, c'est un projet, d'accord? Et une icône comme ça, c'est un acteur qui a travaillé sur un projet. Bon, il y a on peut faire plusieurs liens, selon qu'il a été fournisseur de matériel, et ou ingénierie, et ou donneur d'ordre, etc. On peut vraiment tout représenter. Et là, pareil, je vais aller utiliser mon révélateur pour faire quoi? Vous voyez, c'est pas forcément voir la carte, l'imprimer ou l'afficher dans mon bureau qui va être intéressant. Je vais avoir d'autres outils qui vont me permettre de tirer des choses de la carte. Non pas juste d'un point de vue visuel, mais parce que les données sont organisées en forme de réseau, en forme de graphe. Alors moi, je suis pas mathématicien, ils s'organisent en forme de graphe, donc l'outil va pouvoir faire des calculs dessus. Et là, je vais lui dire, ok, tu vas aller m'enlever les projets et tu vas me faire des liens directs entre les compagnies via les projets sur lesquels elles ont travaillé ensemble. On met quelle couleur? Ouais, allez. Révéler. Et voilà. Clac. Et là, il m'a enlevé tous les projets et il me fait apparaître que les sociétés. D'entrée de jeu, c'est visuel. Waouh, là, il y a un sujet. Il y a deux sociétés qui se dégagent qui apparemment ont vachement de collaboration. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y en a qui collaborent plus souvent que d'autres avec d'autres. Là, il me dit, tu as des boîtes qu'on fait jusqu'à 5 projets ensemble en même temps. Et je vais aller voir qui c'est. Clac, 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 clac. MHI et Kelco. D'accord? Et après, je continue. Qu'est-ce que je vais vous montrer avec cet exemple? Bon, on voit l'intérêt, effectivement, du visuel, mais c'est aussi le moment, cet exemple est le moment de vous montrer les différents types de cartographie d'information. Il y a des cartographies d'information qui sont suggérées, qui surgissent parce qu'on a analysé automatiquement des documents, on fait surgir des noms de sociétés, mais on ne sait pas forcément si elles ont travaillé ensemble. J'ai vu des noms de sociétés, il y a des liens parce que les noms ont été cités dans les documents. Là, on a des liens, on sait que les personnes ont bossé sur ces projets, etc. etc. Premier point, deux différents types de cartographie qui nécessitent une alimentation en termes de données différentes. Le deuxième point, je me rends compte ici que c'est MHI et Kelco qui font plus de deals ensemble, d'accord? Mais il n'y a jamais eu d'annonce de partenariat qui a forcément été faite, ni dans des colloques, ni officiellement, ni sur le web ou quoi. Il se passe des tas de choses importantes pour l'analyse de l'environnement qui ne sont jamais publiées sur le web. Ou quand elles sont publiées sur le web, ben, il est peut-être trop tard, on ne sait pas trop. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, quand je réponds sur un deal à plusieurs millions d'euros, assez impliquant, je mets plusieurs mois à travailler, je mobilise des hommes, et quand je fais mon renseignement d'affaires sur la réponse au projet, et si je me rends compte qu'effectivement, dans la réponse en face de moi, j'ai MHI et Kelco, waouh, ils ont l'air assez successful ensemble, j'ai peut-être pas intérêt à vous faire. 10 minutes, il me reste? Combien? 5 minutes? Ok. Bon, vous avez compris? Alors, tout ce qu'on a fait ici avec ce petit logiciel, c'est un peu comme Word, pour l'instant c'est bien, je suis en termes d'analyse, c'est moi qui travaille tout seul avec. Et bien finalement, je peux le faire aussi avec des solutions qui sont accessibles sur le web. Alors pour ça, qui dit web dit connexion Internet, qui dit connexion Internet dit clé 3G, qui dit clé 3G dit accès super au web, ça marche, c'est génial. Et je vais commencer à vous montrer des choses, et si je n'ai pas le temps de continuer, ben vous pourrez le faire, tout ça est disponible sur le site web de Pico. Démo, clac. Tout ce qu'on vient de voir, je vais vous le remontrer ici. Donc là, je ne travaille plus tout seul. Waouh! C'est yeah! Ça, c'est canon quand même. Bon, c'est aussi ça la déstabilisation. Je vais passer par un autre endroit. Ouais, super. Bon. Là, ça marche pas. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer autre chose. Bon, je voulais vous montrer la même chose ici. On va aller voir autre chose. Je vais passer sur une démo Twitter pour vous montrer ce que ça peut faire. Alors. Sur Twitter, par exemple, où est-ce qu'il y a la démo? Ah ouais, j'arrive pas à voir. Parce que c'est tronqué ici. Mince, je ne trouve plus.
Attendez, je navigue, parce que j'arrive pas à voir son navigue. Ouais, je sais, mais je sais plus où c'est positionné. Ça, c'est embêtant quand même. Ça arrive. Mince. Comment je vais faire Alors, attendez. Je vais chercher autrement. Voilà. Alors là, on utilise le même outil de représentation cartographique, mais on ne va pas représenter des choses qui sont dans une base de données. On va représenter des choses qui se passent sur Twitter. Et puis j'avais une connexion tout à l'heure, mais je ne l'ai plus. C'est quand même formidable ça. Ben voilà, ma connexion web est tombée. Oh mince, j'ai pas de chance. Je vais essayer de la relancer. Il me reste 1 minute 30, j'imagine. Alors, connecter. On va y arriver. Voilà. Tac. Je recommence ici. J'étais là. Voilà. Il n'y va pas. On va recommencer. Autrement, je vais relancer mon navigateur. Voilà. Donc là, vous voyez, on va retrouver des interfaces différentes. C'est un accès web, je suis branché directement sur Twitter. Je veux savoir qui sont les personnes qui parlent le plus d'une problématique. Est-ce qu'il y a un thème qui vous intéresse en ce moment, quelque chose, et voir ce qu'il dit sur Twitter en ce moment. Ah bah non, tiens, je sais ce qu'on va faire. Hop, les réputations. Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui parle en ce moment des réputations. Donc là, je pose la question en direct à Twitter. Il va me renvoyer tous les tweets sur une période définie par l'API qui contiennent toutes les chaînes de caractères et réputations. Et puis, donc, il nous envoie les résultats. Et nous, on va extraire tous les tweetos qui ont émis des tweets qui contiennent la chaîne. On va rien extraire du tout. On va rien. C'est pas possible. Voilà, donc normalement il nous le retourne. J'ai pourtant du web. Voilà. Il me l'a pas retourné. Là, je suis revenu en arrière. On va le refaire vite fait. Petit problème de connexion. Voilà. Je lance ma requête, il va chercher tous les tweets qui contiennent une réputation, il va m'extraire la liste de tous les tweetos qui ont fait des tweets, et il va me montrer qui a cité quelle personne. Donc ça va me permettre de voir quelles sont les personnes qui sont souvent prises en exemple ou souvent citées. Voilà. Donc là, il me fait apparaître les personnes qui ont souvent été citées lors d'émissions de tweets qui contiennent les réputations. Donc bien sûr, on peut choisir d'afficher les liens ou pas pour voir qui a retweeté qui, et ça nous permet d'avoir une idée quelles sont les personnes qui sont... Alors l'influence, c'est un grand débat, moi, je ne sais pas vraiment comment on définit l'influence sur Internet, mais en tout cas qui semble avoir de l'autorité. On va aussi faire autre chose, on va pouvoir extraire automatiquement les hashtags, et donc quand on parle des réputations, de quel autre thème on me parle finalement. Donc les réputations, à quoi c'est lié. Donc la clé 3G fait son travail, elle devrait m'afficher effectivement les hashtags qui sont associés à tous les tweets qui contiennent la chaîne de caractères et réputations. Donc ben voilà, tout ça est organisé sur la carte, et puis les plus gros, ce sont les hashtags qui sont les plus cités. Donc bien sûr, je peux filtrer, et puis sans étonnement, bon, on n'apprend pas grand chose, mais c'est pour vous montrer le principe. Quand on parle des réputations, on a aussi ce hashtag-là qui est écrit autrement. Alors bien sûr, on peut faire plusieurs requêtes pour cerner le domaine, des réputations comme ça. Il est question d'études, de social media. Voilà. Donc ça, sur une problématique donnée, avec ce genre d'outil, ça peut nous permettre de voir quelles sont les personnes qui parlent d'une problématique. Ça peut aussi nous permettre de voir
à quelles autres thématiques c'est associé. Donc ça peut servir, par exemple, en gestion de crise, quand il y a un problème sur ce qui dit sur moi, et bien on va voir quelles sont les personnes qui en parlent beaucoup pour leur adresser le message. Et puis on va essayer de voir sur mon produit, ou sur l'image de ma ville ou de ma région, quels sont les thèmes qui sont aussi associés. Je crois que j'ai pris beaucoup de temps, je suis vraiment navré pour l'exemple que je voulais vous montrer avant. Est-ce qu'il me reste juste 2 nanosecondes? Ouais? Ok. Alors je vais tenter une cascade. Hein, on va essayer de faire autre chose, je sais pas si ça va marcher, parce que maintenant je me méfie de tout. Des fois, on n'a pas tout le temps des données qui sont structurées dans des bases, mais on a plein de documents, puis on a des moteurs de recherche, des trucs de text mining, et on voudrait quand même essayer de comprendre l'environnement. Alors, je vais vous montrer autre chose qu'on peut faire avec de la cartographie quand c'est branché sur un moteur. Et cet après-midi, Chloé, je te laisserai présenter ça si tu veux, quelque chose qu'on a fait ensemble, d'accord? Où ça se passe? Ah ouais, il y avait ça qui était pas mal aussi. Bon, vous pouvez aller le voir, c'est un démo sur le truc. Visioning Search. Pour cette démo, on est branché, j'espère que ça va marcher, on est branché à un moteur de recherche, qui en l'occurrence est Exalid. Bon, je ne reviens pas sur les slides que j'ai montrés, on sait se brancher avec beaucoup de moteurs de recherche. Aujourd'hui, toutes les solutions communiquent, c'est pas ça le problème. Là, je vais dire, ok, moi je voudrais savoir, Airbus, j'y connais rien, je voudrais savoir de quoi il est question. Donc ça, c'est une interface Pico. J'envoie ma requête au moteur Exalid, qui pour la démo a indexé une petite partie du Wikipédia français, anglais, allemand, espagnol, etc. J'envoie ma requête à Exalid. Exalid va chercher dans son index toutes les pages du Wikipédia qui contiennent la chaîne de caractères Airbus. À la volée, il me fait une extraction, vous connaissez ça par cœur maintenant, des entités nommées, nom de personne, nom de société, etc. On prend tout ça, alors moi les ingénieurs m'ont dit que c'était un fichier XML, en GraphML, un truc comme ça, ces machines se parlent comme ça aujourd'hui. Et hop, on prend tous ces résultats, et plutôt que d'aller lire tous les docs qui parlent d'Airbus, eh ben, notre logiciel de cartographie qui me sert à me connecter sur des bases de données que je peux aussi brancher sur des moteurs de recherche me dit, ben voilà bonhomme, sur ce corpus, de démo en l'occurrence, quand on parle d'Airbus, on parle d'autre chose. On parle donc des fameuses entités nommées, des notions d'emplacement, Londres, Europe, Japan, notions de langue, français, anglais, de personnes, donc John F. Kennedy. Et là, vous voyez, typiquement, c'est une limite du text mining, en l'occurrence, je pense qu'il nous parle de l'aéroport. Bah oui, et la machine, elle, c'est pas trop, un truc qui commence majuscule, etc., qui n'est pas dans un dictionnaire, bah pour lui, c'est plutôt une personne. Ça, c'est les limites de l'analyse automatique. Et puis là, quand il y a un lien entre deux trucs, ça ne veut pas dire que John Kennedy, c'est le boss d'Airbus. Non, ça veut dire que ça et ça en tant que société et ça en tant que personne, c'est souvent dans les documents. Ça, c'est pas un lien, parce qu'on peut dire sémantique. C'est juste un lien de co-occurrence. Vous voyez la différence avec le premier type de carto que je vous ai montré, qui nécessite de rentrer les données dans des bases pour décrire un monde. C'est un peu plus de boulot, mais ça permet de faire d'autres choses. Alors bien sûr, on peut dire, bah, maintenant je veux voir que les notions, que les personnes et que les organisations. Donc vous voyez, automatiquement, le système se repositionne parce que le corpus a changé. Pourquoi? Parce que tous les documents ne contiennent pas des noms de personnes et de sociétés. Donc quand je passe ma souris sur un doc, je vois quelles sont les entités concernées, et puis je peux dire aussi au système, moi je veux voir que les documents quand il est question d'Airbus et par exemple de AEDS. Donc je vais faire clic, hop, select. Et il n'y a plus que 7 documents dans tout mon corpus qui parlent d'Airbus de AEDS. Donc ça me donne des idées de keywords pour faire du requêtage. Ça me permet de naviguer plus vite dans mon corpus documentaire. Ça peut être branché sur une base. Ça ne remplace pas le métier des documentalistes. Mais est-ce qu'ils ont encore le temps aujourd'hui d'aller taguer tous les documents, de les décrire? C'est complémentaire, ça peut aider justement à faire du tagging, etc. Alors les systèmes de veille vers lesquels on va, et le truc qui serait vraiment super en fait, comme on ne peut pas tout décrire à la main, mais comme il y a plein de trucs dans nos systèmes de veille qui viennent du web, plein de documents non structurés, les trucs sur lesquels on est en train de travailler en fait, c'est ce genre de solution. Il y aurait une première passe qui serait alimentée par des plateformes de veille, on aurait des documents, ok, et là il nous sort des noms de sociétés, des noms de personnes, d'autres concepts aussi. Les logiciels de text mining peuvent extraire de plus en plus de trucs, mais on ne sait pas bien analyser la relation. Sauf a été nommé, fusion-acquisition, des trucs comme ça. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est clic droit-souris sur le lien, voir l'extrait pertinent des documents, pourquoi il m'a relié ça, sur quel document. Ça pourrait être aussi un résumé automatique, pour aller encore plus vite, qui nous a été présenté hier. Et là, je pourrais faire clic droit-souris, ce lien qui est juste un lien documentaire ici, et bien pour moi, ça veut dire travail pour. Boom, Enter, et à ce moment-là, ça passe dans mon autre système et ça devient formel. Et là, ça peut être génial, parce que de quelque chose d'inconnu et découvert de mon système de veille, je peux le rendre super explicite.
Par rapport à quoi? Par rapport à mon ontologie, mon plan de veille, mon modèle métier, des concurrents qui travaillent pour, qui développent des produits, etc. etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter ici. J'avais plein d'autres trucs à vous montrer. Si vous venez lundi, on verra plein de trucs, on se fabriquera des cartes. Merci beaucoup.